Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Client. Je m'appelle Jérôme Uturi et je suis le cofondateur de la société Anomia, le cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux avocats. Lors de nos activités de conseil et de formation, nous nous sommes rendus compte que les avocats gagneraient à mieux connaître leurs clients. C'est pour cela que nous avons créé Objectif Client, le podcast où nous interrogeons les clients des avocats. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Tony Vedi, directeur juridique opération groupe chez Carrefour. Après avoir fait ses armes chez Système U, Tony rejoint la direction juridique de Carrefour, au sein de laquelle il évolue depuis bientôt 17 ans. L'occasion pour nous de plonger dans les enjeux palpitants d'une direction juridique du CAC 40. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Tony. Bonne écoute. Tony Vedi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'intervenir dans ce podcast Objectif Client. Tony Vedi, vous êtes directeur juridique opération groupe chez Carrefour. Alors, je crois que tout le monde voit à peu près les opérations du groupe Carrefour, mais est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu quel est votre champ de responsabilité aujourd'hui, en quoi consiste votre poste ? Oui, tout à fait. Donc, moi, en fait, quand on demande de me présenter, j'ai toujours naturellement tendance à expliquer les trois métiers que j'ai au niveau du droit. Donc, comme vous l'avez évoqué, je suis le directeur juridique des opérations du groupe Carrefour. C'est évidemment mon métier principal et à ce titre, je gère une direction juridique assez large d'une cinquantaine de collaborateurs pour toutes les activités du groupe Carrefour en France, que ce soit magasin physique ou site internet. Je pense que vous connaissez nos marques phares. Et en fait, j'ai en charge l'accompagnement juridique de tout ce qui a trait au droit de la concurrence, au droit de la consommation, au droit des contrats, au droit de la distribution, à la propriété intellectuelle, à la franchise, tout ce qui est très opérationnel. Donc je suis dans le groupe depuis 16 ans maintenant, et c'est vrai que j'ai un profil, on en parlait juste avant de commencer ce podcast, vraiment un profil très juridique et très distribution, puisqu'avant j'étais le directeur juridique de Système U. Tout à fait, c'est très clair. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire comment est brièvement, si c'est simple à expliquer, sinon vous me dites Jérôme, ça va trop loin, comment est organisée la direction juridique chez Carrefour aujourd'hui globalement ? Oui, tout à fait. Donc en fait, la direction juridique chez Carrefour est une direction juridique France et groupe. Ça, c'est assez nouveau, ça a 3 ans, puisqu'avant, il y avait une direction juridique groupe qui était en charge de tous les dossiers corporate, en fait, et une direction juridique France, comme il en existe une en Italie, en Belgique, en Espagne, en Pologne ou au Brésil ou en Roumanie. Et par souci d'optimisation et d'efficacité, il y a 3 ans, le nouveau directeur juridique du groupe, qui s'appelle Édouard de Chavagnac, qui venait d'arriver, a décidé de fusionner les organisations et de n'en créer qu'une seule. Ce qui a vraiment du sens dans la mesure où la France est le plus gros pays du groupe Carrefour dans le monde, et donc il y a eu naturellement des optimisations et des choses intéressantes à faire. Donc comme je vous le disais, donc Édouard de Chavagnac est le directeur juridique du groupe, et en fait il a sous sa responsabilité différentes directions, une direction juridique immobilière, une direction juridique corporate et financement, une direction assurance, une direction éthique, conformité, données personnelles, et donc cette direction juridique des opérations qu'il m'a confiée maintenant il y a un petit peu plus de 3 ans. C'est très clair. Et vous l'avez mentionné, vous avez commencé chez Système U, donc dans le même secteur, puis vous avez évolué chez Carrefour pendant plus de 16 ans. Je crois que vous aviez été directeur juridique commercial France, puis vous avez pris également la direction juridique Marchandises Group, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment on arrive dans ce secteur-là et comment on y évolue ? En fait, j'ai un parcours, si on revient à l'origine, j'ai un parcours universitaire assez classique pour un juriste, c'est-à-dire que j'ai une maîtrise de droit privé, un DESS de droit des affaires qui s'appelle maintenant Master
Master 2, donc formation très universitaire en droit et que j'ai complété il y a quelques années par un master en management d'une business school qui s'appelle l'IMD de Lausanne, qui était un bon complément. Donc j'ai commencé moi ma carrière en qualité de juriste en droit de la consommation. Dans une entreprise de vente par correspondance qui n'existe plus, qui s'appelle Kell, c'était les catalogues Kell, c'était l'ancêtre du e-commerce, où là je faisais de la réglementation produit, du droit du marketing, de la propriété intellectuelle. J'ai basculé chez U à une époque où l'enseigne se développait très très fortement en France pour devenir l'un des acteurs majeurs de la distribution aujourd'hui. Donc j'ai intégré U en 1997, plutôt là pour le coup pour faire de la consommation, du droit de la consommation et également des pratiques restrictives de la concurrence. C'était une matière un peu émergente sur la scène juridique française parce qu'il y avait quelques lois qui commençaient à dessiner un cadre juridique extrêmement strict de la négociation commerciale. Donc j'avais été recruté par ça et si vous voulez, la conjugaison d'un certain nombre de facteurs, beaucoup de travail, un peu de chance, le fait d'être là au bon moment a fait que le jour où la directrice juridique de l'époque décide de partir, on me propose en tout cas de me confier le management du service alors que j'avais 28 ans. Donc c'était une vraie opportunité. Donc vous devenez manager du service juridique de Système U à 28 ans. Ouais, c'est ça, de la centrale nationale de Système U. Donc là, ça m'a permis d'agrandir un peu mon scope et mon champ de compétences, de pratiquer le management, qui était quelque chose qu'on n'apprend pas à la fac, qui n'est pas totalement intuitif, et surtout de découvrir une palette beaucoup plus large de matières en termes juridiques. Je faisais du droit des sociétés, un peu d'immobilier, du droit coopératif, puisque la particularité de U, c'est que c'est une union de coopératives. Et je suis resté là-bas 8 ans. D'accord. Je suis resté là-bas 8 ans pour intégrer Carrefour, donc ça c'était en 2005, c'était 4 ans après la fusion Carrefour Promodes, qui est un événement majeur dans la construction du groupe, puisque le numéro 1 et le numéro 2 fusionnent en 2001. Et les organisations fusionnent et c'est le moment où les choses se réorganisent au niveau de la direction juridique qui est l'une des premières directions de l'entreprise qui est totalement transverse. Pendant très très longtemps, même si c'est de moins en moins le cas chez Carrefour, mais en fait vous aviez des business units qui étaient un peu silotés et la direction juridique très très rapidement, je vous dis dès 2001-2002 est complètement transverse et intervient pour les différentes BU du groupe et c'est à ce moment-là qu'on vient me chercher pour me proposer en fait, on appelait ça la direction juridique commerciale, c'est en fait la direction juridique droit économique. Là, je faisais concurrence, consommation, contrat pour la France, dans un premier temps. Très clair. Et ensuite, vous évoluez donc au sein du groupe avec différentes péripéties, j'imagine. Vous me parliez tout à l'heure de ce qui s'était passé chez Carrefour pendant le Covid, qui comme beaucoup d'entreprises a été un peu chahuté. Chahuté, je ne sais pas si c'est le terme, vous allez me dire, mais en tout cas, il s'est passé plein de choses intéressantes, parce qu'à la différence de beaucoup d'entreprises, vous avez beaucoup travaillé pendant cette crise. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ça? C'était une période un peu folle. Alors ça paraît loin, mais ça a moins de 2 ans, parce que comme vous le disiez Jérôme, on a été l'un des secteurs où on a continué à travailler. On a continué à travailler et ça a été
ça a été très très dense pendant tous ces mois, parce qu'on était dans l'incertitude. Maintenant on a un peu de recul, mais il faut se replacer aussi dans le contexte et dans le moment. On avait ce que je vous disais les premiers jours après les annonces du président de la République et du Premier ministre, des gens qui arrivaient dans nos magasins assez massivement, avec tout ce que ça suppose en termes d'organisation, de stress, d'accompagnement des équipes. Alors ça, c'est moins la partie d'une direction juridique, mais nous, on a dû au final travailler sur toutes les réglementations qui tombaient les unes après les autres, pour les interpréter, pour préparer les contrôles de l'administration sur le sujet, traiter des contrats avec toutes ces questions autour de la force majeure, de l'interruption des prestations, des problématiques liées également à la chaîne d'approvisionnement, là aussi on se le disait avant le début de cet entretien, mais qui a été excessivement bien géré par les différents maillons et les différents opérateurs de la chaîne, et tout ça s'organise. Donc on a eu une activité extrêmement dense. Alors, avec la particularité, si je rezoome un peu sur ma direction juridique, et la direction juridique en général, où sur le premier confinement, on était tous en télétravail. Ouais. Donc en termes d'organisation, c'était quelque chose d'un petit peu nouveau. Pour nous, même si l'avantage qu'on a pu avoir, c'est que l'ensemble des collaborateurs, avant cette crise, étaient déjà une journée par semaine en télétravail. Et ça a été un avantage considérable. Parce que je dirais que toute la logistique était déjà en place. Ça paraît tout bête, mais pour en avoir discuté avec des avocats, avec d'autres directions juridiques, il y a eu des ruptures de charge chez certains opérateurs, chez certains avocats, parce que tout le monde n'avait pas un téléphone, tout le monde n'avait pas une connexion ou un ordinateur. Et je dirais que nous, c'était loin d'être parfait, mais on avait déjà toutes les conditions qui nous ont permis, dans ce contexte que je viens de décrire, de ne pas avoir de rupture de charge et d'embrayer quasiment dès le lendemain des annonces qui nous invitaient à rester chez nous. Et puis après, évidemment, ça a nécessité qu'on travaille différemment, et puis les outils sont mis en place. On a très vite mis en place la signature électronique, on a appris également à travailler à distance, et puis on a peu à peu repris chacun notre place dans un environnement un peu différent, mais j'avoue que ça s'est plutôt très bien passé. Ah, c'est super. Et du coup, vous le dites, beaucoup de sujets qui arrivent d'un seul coup, des réglementations qui tombent, qu'il s'agit d'étudier, d'appréhender, de s'approprier, auxquelles il faut s'adapter. Comment vous vous articulez avec vos équipes à ce moment-là ? Est-ce que vous prenez majoritairement la charge en interne ? Est-ce qu'on s'entoure de nouveaux conseils, de nouveaux avocats? Est-ce qu'on fait appel également, j'imagine que oui, aux conseils actuels pour leur demander de plancher sur ces réglementations-là? Comment ça se passe? En fait, on a essayé de faire un bon mix entre tout ce que vous venez d'évoquer. Nous, sur des sujets très consommation, droit de la consommation, on a historiquement vraiment internaliser la compétence. D'accord. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Sur un certain nombre de secteurs, je pense, mais j'aime beaucoup mon équipe, vous le verrez, je pense qu'on a à peu près les meilleurs spécialistes de la place. Que ça soit en droit de la consommation, en droit des contrats, en franchise, en matière de négociation commerciale, parce que là pour le coup c'est notre core business. Donc je dirais qu'il y a déjà eu ça, c'est-à-dire ce travail en interne. Et puis pour des sujets beaucoup plus pointus, évidemment,
on a fait appel à nos conseils, mais plutôt ceux avec lesquels on avait l'habitude de travailler. Dans une période où tout change, on a besoin d'avoir des repères, et là pour le coup d'être en confiance, de ne pas avoir à recréer une relation, mais de partir plutôt sur des sentiers un peu connus. De zéro, pas repartir de zéro, bien sûr, évidemment. Avant de continuer sur les conseils, vous dites qu'effectivement, vous avez internalisé beaucoup de compétences au sein de la direction juridique. C'est une volonté historique, ou est-ce qu'il y a eu un basculement à un moment donné d'internaliser un maximum cette compétence au sein de la direction? Non, moi, alors, c'est une volonté personnelle, c'est ce que j'avais fait chez U et ce que j'ai poursuivi chez Carrefour. Et moi, je pense qu'il faut trouver une good balance entre le juriste interne et l'avocat qui ne font pas du tout le même métier, contrairement à ce que certains disent. Et je trouve que justement, la performance, elle est présente quand on arrive à bien faire travailler les deux. Donc, nous, on a une activité, en tout cas la mienne sur les opérations, on a une activité du day-to-day qui est très dense. C'est quasiment impossible. Il y a très peu d'entreprises d'ailleurs qui ont décidé de tout externaliser. Bien sûr. On est un secteur hyper contrôlé, avec de multiples réglementations. Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'on doit respecter et le tarage des balances et les pratiques anticoncurrentielles. Donc et entre les deux, vous avez des centaines, voire des milliers de réglementations à respecter. Donc ça me paraît quasiment pas envisageable d'externaliser l'intégralité des sujets. Ce qu'il faut, c'est de trouver justement le bon équilibre, et que sur des sujets qui sont hyper pointus, hyper spécialisés et qui vont un peu au-delà du day-to-day ou du contentieux évidemment, là par définition qu'on arrive à s'entourer de bons conseils, et c'est notre cas. C'est très intéressant. Vous dites que contrairement à ce que certains disent, le juriste d'entreprise et l'avocat ont deux métiers bien différents. Si vous deviez décrire le métier de l'un et le métier de l'autre, ce serait quoi? Moi, le juriste d'entreprise, c'est un business partner. Et ça, je pense que c'est un mot, vous qui faites du conseil, notamment aux avocats, c'est un mot que vous devez entendre de plus en plus. Bien sûr. Le juriste, il y a 20-30 ans, c'était le juriste contentieux. C'est vraiment l'image qu'on pouvait avoir du juriste. Et je pense que la génération comme la mienne a contribué à faire changer un peu les choses. Les organisations ont été contraintes également de faire émerger des directions juridiques qui sont de plus en plus présentes, parce que les réglementations sont de plus en plus complexes, les sanctions sont de plus en plus lourdes. Donc ça, évidemment, il y a quelque chose qui est très structurel. Pour autant, je pense que les profils des juristes ont changé. Et ils sont complètement, en tout cas moi je trouve, de plus en plus intégrés dans la prise de décision des entreprises. Moi je le vois, que ça soit mon équipe ou moi-même, on est vraiment intégrés au moment du design des projets. On n'est pas consulté à la fin quand il y a une problématique potentielle ou un contentieux. On est vraiment intégré, on est dans l'équipe, on réfléchit avec l'équipe, et je pense que le travail du juriste d'entreprise, c'est ça, c'est-à-dire c'est d'avoir une parfaite connaissance de la stratégie de l'entreprise, et à travers cette connaissance de pouvoir prodiguer ces conseils juridiques au sens large. L'avocat, alors je mets de côté évidemment l'avocat qui fait du contentieux, parce que là on voit tous quelle est sa spécificité, c'est-à-dire préparer les écritures et plaider. Mais l'avocat conseil, pour moi, il va être un hyper spécialiste d'un sujet en particulier, et il va nourrir la réflexion et de l'entreprise et du juriste. Et c'est en ça que je disais tout à l'heure que c'est le bon mix entre les deux qui fait la meilleure des équipes.
moi je suis parfois effaré parce que ça existe encore de voir en gros certains juristes dans des organisations qui sont pour moi des passe-plats, hein, c'est-à-dire dont le véritable directeur juridique est l'avocat historique qui travaille avec l'organisation. Et ça pour moi ça peut pas fonctionner parce que l'avocat externe a pas tout le niveau de connaissance des projets, de la structure de l'organisation, de son histoire. Et voilà, c'est le mix des deux qui, à mon avis, amène la performance. Ouais, que permet la fameuse transversalité dont vous parliez dans la direction juridique de Carrefour. C'est très clair. Et pour vous, c'est ça, si on met encore une fois de côté le contentieux pour l'instant, on va y venir, hein, mais pour l'instant, pour vous, c'est ça, un bon avocat conseil, c'est un ultra spécialiste d'un seul et même sujet? Pas nécessairement, mais quand on se pose la question de savoir, dans une structure comme la nôtre, pourquoi on va avoir recours à tel ou tel avocat. On regarde plusieurs choses. On regarde la nature de l'affaire et la compétence associée. On regarde la réputation du cabinet, hein, et de l'avocat. Et puis on attend une certaine réactivité également. Hein. Donc ça c'est tout ce mixte qui fait qu'on va quand même, oui, chercher une compétence qui peut être plus ou moins large, mais une compétence ou une réassurance, parce que parfois c'est aussi important, hein, même si nous, hein, je vous le disais, nous on est une cinquantaine de juristes dans mon équipe, donc on n'est pas isolé dans la pratique du droit, mais sur tel ou tel sujet, parfois à enjeu, parfois c'est quand même assez confortable de se réassurer avec quelqu'un qui va avoir une vision justement externe, et là c'est en ça que c'est intéressant, et qui va avoir une vision un peu plus globale de la question. Très clair. Vous citiez dans les critères finalement que vous regardez quand vous choisissez un avocat, vous citez la réputation. Comment vous jugez de la réputation d'un avocat? C'est une question difficile. Ouais. C'est vrai que c'est une question très difficile. Vous regardez les classements, et puis après il y a le bouche à oreille, qui s'opère. Après, on connaît à peu près les gros cabinets, les gros cabinets de la place. Mais là encore, moi je ne fais pas d'exclusif. C'est-à-dire que je peux travailler avec un gros cabinet full service, parce que ça a un intérêt, par exemple pour un groupe international comme le nôtre, que ce cabinet soit présent dans plusieurs pays, et ça facilite un certain nombre d'opérations. Pour autant, nous on travaille historiquement également avec des petits cabinets de niche avec lesquels on a une histoire, qui connaissent bien l'entreprise, qui peuvent être un peu plus souples sur un certain nombre d'items, qui ont une structure d'honoraires différente, hein, on ne va pas se cacher les choses. Donc là aussi, c'est toujours la mesure entre les deux, moi je trouve, qui est intéressant. De pouvoir mixer ces grosses structures avec des cabinets beaucoup plus spécialisés, et qui peuvent être des cabinets implantés en dehors de Paris, dans telle ou telle région. On a des cabinets de ce type. C'est très intéressant, c'est une des questions que j'allais vous poser. En fait, vous êtes en train de me dire que le panel de cabinets d'avocats qui travaillent avec le groupe Carrefour, ça va du grand cabinet full service, peut-être, vous allez me dire, international ou français, au cabinet de niche, même hors de Paris. Exactement. C'est par exemple en matière de franchise, hein, qui est un droit très territorial, puisque c'est de l'implantation sur l'ensemble des territoires. On a un cabinet à Évreux, on a un cabinet à Lille, on a des cabinets parisiens également, mais pas exclusivement. Okay. Génial. Et je regarde juste une petite question, un petit détail, ça intéresse beaucoup d'avocats. Vous avez mentionné, pour juger la réputation, entre autres, hein, pas que, mais les classements. Quel classement est-ce que vous regardez, vous ? Je les regarde tous, mais avec évidemment avec toute l'objectivité que ça
ça nécessite. D'accord. Mais je les consulte. Ouais, c'est une indication. Hein, voilà. D'accord, ok, c'est très clair. C'est très intéressant. Et je voulais vous demander, ce panel justement de cabinets d'avocats, comment il se structure? Est-ce qu'il y a des panels chez Carrefour? Est-ce que c'est simplement des gens avec qui vous avez l'habitude de travailler, qu'on va appeler au fur et à mesure des besoins? Alors, l'objectif, c'est effectivement de travailler avec les mêmes avocats, Ouais. avoir un panel limité parce que comme je vous le disais, ce qui est important pour nous, c'est d'être en confiance avec nos conseils, c'est qu'ils nous connaissent bien, qu'ils nous connaissent bien, ça veut dire qu'ils connaissent notre histoire, notre structuration. On peut être un groupe un peu complexe dans le nombre d'entités juridiques qu'on peut avoir, et la diversité de nos activités. Donc quelqu'un qui nous connaît bien, c'est également un avantage et ça nous fait gagner du temps. Bien sûr. Et quand on a recours à un avocat, évidemment, c'est également pour gagner du temps. Donc on essaie d'en limiter le nombre. Pour autant, comme on est sur une matière mouvante, on ne s'interdit pas de consulter de nouveaux conseils sur telle ou telle matière. Ouais. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est d'essayer d'avoir un pool d'avocats bien identifiés matière par matière. Très souvent, il faut aller vite. Vous avez un projet, vous avez 3 jours pour sortir une consultation, vous avez une assignation en référé, il faut déjà avoir un peu anticipé et préparer les choses. Donc nous, on a des cabinets avec lesquels on travaille depuis 25 ans, qui ça se passe très très bien. Et pour autant, vous voyez, encore la semaine dernière, sur un sujet très, très particulier, on noue une relation sur une spécialité qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Est-ce que vous pouvez justement, alors sans rien dévoiler de confidentiel évidemment, mais nous raconter un petit peu une fois où vous avez fait appel à un nouveau cabinet, quel était globalement l'enjeu et comment vous avez été chercher ce nouveau cabinet? En fait, en l'occurrence là, c'était sur une question très particulière, très technique, compétences qu'on n'avait pas nécessairement en interne. Là aussi, par le bouche à oreille, on a essayé de regarder quels étaient les spécialistes reconnus sur la place. Et très naturellement, j'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé l'associé en charge et on a commencé à travailler ensemble. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça, après avoir fait les checks habituels de conflits, de se mettre d'accord sur la structure des honoraires et voilà, la relation débute. Vous dites par bouche à oreille, concrètement vous appelez qui? Est-ce que vous appelez d'autres directeurs juridiques? Potentiellement, ça peut être justement les avocats avec lesquels on peut travailler, des connaissances professionnelles, privées. Le monde du droit est quand même un petit milieu, in fine, et tout le monde se connaît en tout cas plus ou moins indirectement. Vous seriez choqué si un avocat que vous ne connaissez pas vous contactez directement en disant je pense que vous avez tel sujet sur tel point précis du droit, j'ai écrit un article sur ce sujet-là. Non, moi ça ne me choque pas et ça arrive très régulièrement. Ça vous arrive? C'est vrai? Ouais. Par LinkedIn? Par n'importe quel support. Tous les supports, par la poste? Un peu moins par la poste maintenant, mais par mail, par téléphone, Oui, non, ça ne me choque pas. Au contraire, ça vous est utile? Oui, alors ça m'est utile parfois et parfois ça ne l'est pas, mais je trouve que… Alors moi j'aime bien la clé d'entrée qui peut être un article ou une proposition un peu innovante. Et ça, je pense que les cabinets ont à travailler là-dessus. C'est vrai? Ouais, moi je trouve que là aussi l'intérêt demain pour moi de recourir un peu plus à un cabinet d'avocats, c'est le sentiment qu'ils vont me proposer des innovations
sur leurs propositions de services, qui vont éventuellement m'embarquer sur de la tech, sur du legal tech. Je pense qu'il y a un vrai créneau là pour un certain nombre d'avocats de travailler sur ces items-là, innovation, legal tech, et je pense que certains commencent à s'y mettre. Moi, je crois énormément. J'en discutais récemment. Je crois énormément. Il y a des avis partagés sur le sujet, mais je me lance. Je pense que l'intelligence artificielle va bouleverser notre métier. Très intéressant. Bouleverser notre métier. Alors, ça fait peur, hein, mais moi, j'y vois une opportunité. Et quand je dis bouleverser, c'est pas la voiture Google dans 32 ans. Hein. C'est dans les 2 ans à venir. Hein. Ça va bouleverser notre métier parce qu'il y a un certain nombre de tâches qui objectivement peuvent être totalement automatisées. Et ça va nous contraindre, et je pense qu'il ne faut pas que les juristes aient peur de ça, au contraire, mais ça va nous contraindre de changer nos profils de recrutement. Et d'être sur des profils à plus grande valeur ajoutée. Là où, moi je donne souvent cet exemple parce qu'il est assez parlant sur une activité comme le nôtre, un juriste qui travaille sur le contentieux du déréférencement par exemple, qui va évaluer un préavis en fonction de l'ancienneté de la relation commerciale, du poids qu'on peut représenter chez le fournisseur, des investissements qu'on a pu demander à ce fournisseur pendant notre relation commerciale. Donc tous ces items, c'est le juriste qui, fort de ces points, va définir un préavis à lui notifier avant la cessation effective de nos relations commerciales. Moi, je pense que les outils sont prêts, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle va te dire très, très rapidement, c'est pas encore totalement au point, mais ça arrive, en ayant fait une analyse de la jurisprudence, en gros te dire, par rapport à ton critère, il faut que tu proposes à ton fournisseur 9 mois et demi de préavis. Et si tu lui proposes 6 mois, sache que en gros, tu as tel pourcentage d'être condamné à une fourchette de telle ou telle rémunération, de telle ou telle condamnation. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui vont évoluer, et c'est très bien pour notre profession, parce que ça va nous obliger à monter en compétences et d'être sur des missions à encore plus grosse valeur ajoutée. J'en suis convaincu. On verra si l'avenir me donne raison ou pas. Je suis plutôt d'accord avec vous. Et est-ce qu'il y a déjà des cabinets avec qui vous travaillez, qui commencent à prendre en main ces sujets-là ? Pas énormément. D'accord. En fait. Non, moi je trouve pas énormément. Et je ne pense pas que ça soit exclusif des cabinets avec lesquels on travaille, mais j'ai l'impression que c'est encore un peu poussif. C'est encore un peu poussif. Ouais, je pense que Et pourtant, c'est à mon avis un enjeu assez fondamental. Colossal. Qu'est-ce que je suis cabinet d'avocat, je suis avocat, quelle nouvelle offre de service je peux proposer à mes clients. Et la réponse à cette question, à mon avis, peut faire exploser, dans le bon sens du terme, ton cabinet si tu as une vraie offre structurée. Celui qui arrive à le prendre en main, effectivement, va prendre pas mal de parts de marché. Et du côté du cabinet avocat, si cette innovation se matérialise, vous, qu'est-ce que vous en attendez ? Est-ce que c'est avant tout de la visibilité sur des préjudices potentiels ou des condamnations potentielles ? Est-ce que c'est un gain sur les honoraires aussi ? Parce que s'il y a de la tech, il y a potentiellement évidemment un gain de temps. Là aussi, je pense que c'est un mélange des deux. L'autre sujet sur lequel les cabinets d'avocats doivent travailler, à mon avis, c'est leur structure de coûts. Et moi, je trouve objectivement qu'ils n'ont pas énormément évolué sur le sujet. Il y a quelques cabinets qui y travaillent, mais la facturation au temps passé,
je suis pas persuadé que ça soit quelque chose qui puisse durer éternellement. Moi, je me souviens, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Au final, alors je ne sais pas si c'était lié à l'organisation en tant que telle, mais les organisations faisaient challenger très très peu les honoraires d'avocats. Aujourd'hui, évidemment, moi j'ai un tableau de bord, je regarde mon coût juridique de manière globale, interne et externe, et je pense que c'est assez sain également de pouvoir challenger les honoraires des avocats. Et je pense que là, ils ont un vrai travail de transparence, de prévisibilité sur le sujet. Parce que tout ça a un coût important, qui peut être un frein pour des plus petites structures, mais qui est de plus en plus regardé également par des structures de la taille de Carrefour, et c'est bien légitime. Et je pense que là-dessus, il y a un vrai travail qui n'est pas encore totalement fait. Moi, je trouve, il y a encore pas mal de réticences, et j'ai pas l'impression que la structure de coût est réellement évoluée. Enfin, vous qui travaillez avec beaucoup de cabinets, j'imagine que vous avez un avis sur le sujet, mais ça, je pense que ça va changer dans les années à venir. Je précise à chaque podcast qu'on ne s'entretient pas de ces sujets-là en amont, parce que effectivement, les clients d'avocats que j'interroge me disent presque tous que le temps passé pose problème. Et c'est une grande discussion qu'on a avec les avocats, qui ont parfois du mal à y croire. Mais effectivement, moi je partage le point de vue. Vous aimeriez du coup plus de prévisibilité, plus de forfaits, plus des modes différents, de transparence. Ça peut être beaucoup de choses à la fois. Ça peut être un peu de forfait, et des fees. Ça peut être des abonnements. Ça peut être. Vous travaillez avec des abonnements avec certains cabinets? On travaille assez peu au final avec des abonnements. Mais là aussi, à nous d'être force de proposition là-dessus. Mais c'est un enjeu important, parce qu'évidemment, le coût juridique, c'est un poste important pour une entreprise. Bien sûr, c'est très clair. Vous avez mentionné du coup des attentes envers les cabinets d'avocats autour de la tech, autour de leur structure de coût, de la facturation. Est-ce qu'il y a d'autres points où vous dites finalement, là, on pourrait mieux faire? Finalement, je pense que dans les prochaines années, ça doit bouger chez les cabinets d'avocats. Non, je ne sais pas si on peut mieux faire, mais moi, le message que j'ai envie de passer au cabinet d'avocats, le point qui est très important, c'est la relation institut-personnel également. Évidemment, quand j'évoque ce moment où je prends la décision, c'est très, très solennel ce que je dis. C'est très bien, c'est très bien. Ça se passe pas réellement comme ça, mais en gros, quand tu décides d'avoir recours à un avocat, c'est que tu es dans une contrainte de temps, soit liée à un projet, soit parce que tu veux te réassurer, soit parce que tu as un contentieux et tu as un référé, il faut le traiter. Et donc, il faut que la relation, il faut que tu sois en confiance. Que tu n'aies pas de doute sur la compétence, tu n'aies pas de doute sur le fait que tu vas être compris, et que tu n'aies pas de doute sur le fait que tu vas avoir en face de toi quelqu'un de réactif. Ça, j'ai pu, moi, quitter des avocats et arrêter de travailler avec des avocats parce qu'il n'y avait pas de réactivité. D'accord. Objectivement, quand tu as la compétence en interne, si tu as recours à l'externe, c'est pour aller vite. Je dis pas qu'on est le client le plus important, mais en tout cas, il faut donner l'impression à son client que c'est le plus important. Et voilà, il y a cette notion d'urgence et de réactivité qui est à mon avis fondamentale. Ce qui avait posé problème sur la réactivité, est-ce que c'est vraiment véritablement le temps de réponse, ou est-ce que c'est un problème de communication entre l'avocat et son client? Oui, c'est sûrement un peu des deux. C'est sûrement un peu des deux, ou des questions de ma part qui renvoyaient des questions de sa part. Donc du coup, on perdait un temps fou. Et j'ai 2-3 cas en tête là, ces 20 dernières années. Mais ça, c'est important. Confiance, réactivité, en plus de ce qu'on vient de se dire sur l'offre de service, la tech, et puis la structure des honoraires qui, à mon avis, doit être repensée. Moi, il y a un truc qui
qui me rend dingue, c'est quand je vois une facture. Et là encore, qu'on ne se méprenne pas, hein, c'est-à-dire que la compétence, ça se paye. Donc à un moment donné, moi, j'ai pas de sujet. Mais ce qui me rend dingue, alors on en a de moins en moins, c'est la facturation du stagiaire qui est relu par l'avocat junior, lequel est relu par le senior et lequel est relu par l'avocat associé. C'est pas une caricature, hein, je l'ai eu à plusieurs reprises. Et donc vous avez 4 heures là, typiquement, c'est plus présentable à mon avis pour des directions juridiques. Et ce qu'il devrait faire l'avocat en l'occurrence, c'est quoi? C'est cacher les heures du stagiaire, c'est ne pas les facturer, en tout cas, c'est de moyenniser un peu les choses. Ouais. Mais moi, l'organisation interne du cabinet, je dirais qu'elle m'importe peu. Ouais, vous regardez pas, ce qui m'importe, c'est le résultat et le produit fini, le conseil ou le livrable. Bien sûr. Hein. C'est pas de savoir s'il y a eu 3, 2 ou 1 personne qui ont travaillé sur le sujet, puisque moi, ce que je vais regarder in fine à la fin, c'est ce que me produit l'interlocuteur que j'ai en face de moi. Ça en martèle beaucoup ça. Éviter de fonder à 100% sa facturation sur ses coûts, sur le temps de son équipe. Ouais. Essayer de retrouver un point d'équilibre qui approche un peu plus du résultat, de ce qu'on apporte à son client. C'est ça que vous payez en réalité. Exactement. C'est très clair. Je voulais simplement revenir sur un point. Je ne sais pas si c'est intentionnel ou pas, vous allez me dire. Vous avez séparé depuis le début de cet entretien, en tout cas beaucoup, je trouve, l'avocat conseil et l'avocat contentieux. Pour vous, ce sont vraiment 2 avocats différents ou... Non, pas nécessairement. Non, ce que j'évoquais dans mon propos, c'est de dire, là pour le coup, il y a beaucoup moins d'ambiguïté sur la différence de mission entre un juriste d'entreprise et un avocat qui plaide, parce que le juriste d'entreprise, comme vous le savez, en France, peut pas plaider, ou en tout cas dans de rares exceptions. Donc c'était plus par rapport à ça. Après les convergences sont plus sur le juriste d'entreprise et l'avocat conseil, même si, comme je vous l'ai dit, je pense que les métiers sont différents et complémentaires. C'est très clair. Vous choisissez de la même manière un avocat en contentieux qu'en conseil, autour de la réputation, de la réactivité? Oui, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Objectivement, c'est pareil. C'est très clair. Vous utilisez les avocats pour venir en appui sur des points de droit précis, vous l'avez mentionné, sur certaines questions. Vous-même, comme tout juriste qui se respecte, devez vous former continuellement autour de l'actualité juridique, des évolutions, etc. Comment vous faites pour vous tenir au courant, vous former? Nous, on a des programmes de formation déjà qui sont dans les plans de formation des collaborateurs de Carrefour, comme un manager marketing chez nous a une formation sur son métier, un juriste ou un directeur juridique a la possibilité d'avoir un certain nombre de formations. On peut participer aussi, il y a beaucoup de cabinets qui proposent des événements type petit déjeuner, débat autour d'un sujet, ça on y a accès. Vous y allez de temps en temps, ça m'arrive quand le sujet m'intéresse et quand le temps le permet, ça m'arrive. Et puis après, à travers nos fédérations, nous on participe également à un certain nombre de fédérations où là, alors c'est pas tant sur le volet formation, mais plutôt actualisation des connaissances, veille juridique et intégration de la norme et des nouvelles lois et règlements. Et puis après, ce qu'on fait tous un peu naturellement, c'est-à-dire qu'on se tient informé. Et pour moi, c'est une partie intégrante de la mission du juriste, sur son domaine d'activité, d'être en pointe. Un juriste qui ne se forme pas, c'est très rapidement un juriste qui est mort. C'est quelqu'un qui va vivre sur des acquis, et comme la réglementation est quand même de plus en plus fournie et changeante, de toute façon, si on veut rester un bon juriste, un bon technicien, outre tous les événements que je viens d'évoquer, il y a un travail nécessaire de se renseigner, d'être curieux. Aussi, pour moi, c'est quelque chose d'important. Un bon juriste,
c'est quelqu'un qui est curieux. Bien sûr. C'est quelqu'un qui est curieux. Vous le dites, la formation, c'est clé pour un juriste. Est-ce qu'il vous manque des choses de ce côté-là, que ce soit sur des sujets sur lesquels vous auriez du mal à vous former aujourd'hui ou des formats qui manqueraient ou est-ce que finalement vous avez tout ce qu'il vous faut en termes de formation? Non, alors je pense qu'il y a des trous. Ouais, je pense qu'il y a des trous. Moi, une de mes spécialités, ce sont, comme vous l'avez compris, les pratiques restrictives de concurrence. Parce que c'est une matière que j'aime beaucoup et j'ai suivi depuis 1996 toutes les différentes lois en la matière. Et ben, très bizarrement, alors que c'est une matière qui était au départ une matière très centrée autour de la distribution. Hein. C'était le titre 4, livre 4 du Code de commerce. C'est un certain nombre de textes qui ont été adoptés par le Parlement pour endiguer le pouvoir de la distribution et rééquilibrer les forces entre les distributeurs et les fournisseurs. Pour autant, c'est une matière qui a irrigué totalement toute l'économie. Moi, je me souviens très bien quand je discutais il y a quelques années de cette réglementation avec des juristes de l'automobile, des juristes de l'environnement, de sociétés de chez Total, de secteurs totalement différents. Je leur disais, vous devriez regarder ces réglementations parce qu'à un moment donné, le droit du déréférencement, du déséquilibre significatif, c'est quelque chose qui vous touchera également. Et donc, et c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que le titre 4 du livre 4 du Code de commerce ne s'applique plus exclusivement à la distribution et ses fournisseurs, mais à l'ensemble de l'économie. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que bizarrement, alors je trouve qu'il y a un besoin, il y a très très peu de cabinets qui sont vraiment spécialisés dans ce domaine. Et je pense que là, il y a une niche à exploiter. Alors, il y a quelques cabinets que je ne citerai pas sur la place, mais par rapport au potentiel du sujet, parce que tout ça est encore est de plus en plus complexe. On a une nouvelle loi dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Egalim 2, là, qui est entrée en vigueur en octobre dernier, qui complexifie un peu plus les choses. Eh bien, vous voyez, pour répondre à votre question, c'est typiquement une niche sur laquelle il y a très très peu d'intervenants. Ok, c'est très clair. Des sujets qui évoluent finalement, peu de cabinets d'avocats qui exploitent cette évolution en se disant il y a un besoin là-dessus, c'est très très clair. On approche peu à peu de la fin de ce podcast, peut-être une dernière question, plus axée autour de votre équipe. Quels sont aujourd'hui pour vous les enjeux un peu futurs de votre équipe chez Carrefour? Sur quoi, entre guillemets, vous les attendez? Qu'est-ce que vous allez développer? Quels sont les enjeux futurs de l'équipe? Moi, vous l'avez compris, je pense que ce qui est fondamental pour une direction juridique, c'est d'être au cœur du réacteur nucléaire. Et je dis souvent que nous sommes des prestataires de services internes. Et il ne faut jamais l'oublier. Donc on est là au service d'un certain nombre d'opérateurs en interne, mais évidemment en ayant des prérequis sur la conformité, sur des choses qui sont non négociables, mais on est là pour les aider, pour les accompagner. Pour ça, il faut être créatif, il faut être des apporteurs de solutions et pas être simplement des techniciens du droit qui disent oui ou non. Et là où je n'ai pas besoin de beaucoup les emmener parce que moi j'ai quatre directeurs sous ma responsabilité, un directeur juridique franchise, un directeur juridique droit de la consommation, une directrice juridique pratique restrictive de concurrence, propriété intellectuelle et une directrice juridique contrat. Et les quatre sont vraiment dans cette dynamique-là d'être apporteur de solutions. Et pour moi, le vrai enjeu, c'est ça. Et si on veut avoir une crédibilité en interne, c'est de pouvoir dire le droit,
mais également d'apporter des solutions et d'être contributeur au projet au même titre que un financier va contribuer au projet, au même titre qu'un chef de projet va mener tel ou tel chantier. Et pour moi, l'enjeu, il est là. Il est évidemment sur la compétence technique, mais ça, je dirais que c'est un prérequis de toute façon. Mais c'est la posture et la manière dont on amène le droit au niveau de l'entreprise. C'est ça pour moi les enjeux, pour pouvoir vraiment apporter quelque chose. C'est très clair, être apporteur de solutions. Tony, on a pour habitude dans ce podcast de laisser le mot de la fin à notre invité. Est-ce que vous auriez un mot, alors soit pour les avocats qui nous écoutent, soit pour les élèves avocats ou juristes en formation qui nous écoutent également, ou peut-être pour votre équipe, ou les trois en même temps, comme vous non, simplement conclure en synthétisant un peu ce qu'on se disait. Je pense que la profession du droit a beaucoup de beaux métiers, très très complémentaires. Il y a parfois des affrontements entre juristes d'entreprise et avocats, et pour autant, à mon avis, c'est le bon travail entre ces différents métiers qui amène la performance et qui est au final du gagnant-gagnant. Ça sera à peu près ma conclusion. Une très belle conclusion. Tony, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis je vous souhaite la meilleure continuation possible et j'espère vous revoir très bientôt. Merci beaucoup. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Je vous invite à retrouver nos autres contenus et articles ainsi que nos offres de conseils et de formation sur notre site web www.anomia.fr. À bientôt.